Pas de questions à Mélia? Après. On veut te poser des questions. Après. Je suis désolée, de gestion du temps. Peut-être qu'on réunit les trois pour apprendre quelque chose. Ah là, monsieur Mbassi, vous me mettez dans une situation difficile, situation douloureuse. Je vais inviter au deuxième panel monsieur Philomé Robert, donc qui sans être invité tous les soirs chez nous à la maison, puisque c'est lui qui présente l'invité de France 24, en tout cas pour moi, et pour beaucoup d'entre vous. Je voudrais inviter monsieur Arnold Love, donc, qui est sénateur de l'État du Tennessee, M. Hichem Rillo, designer international, architecte intérieur, fondateur d'Africa Digital, ou bien quand, qui est président exécutif de l'Institut africain du sport et de la création. Voilà, merci beaucoup. On va pouvoir... Donc, s'il vous plaît, Non, mettez-vous comme c'est sur la photo. Non. Mais, Isha, mets-toi là. Et puis, oui, mets-toi là. Comme c'est sur les photos là. Ça, c'est les directives de mon Ah, ça, c'est... donc, par le CPS, mieux comme ça. Parce que les comme ça, directives d'orientation, oui, mais comme ça, ils sont là. les directives d'en haut. Non, donc, je voudrais juste avant de vous passer le relais, dire que la crise du Covid a été très douloureusement et terriblement mal vécue. Elle a une perte des économies culturelles, du secteur culturel. Donc, on peut dire que ce soit pour la presse, que ce soit pour toute l'industrie, donc culturelle. Elle a vraiment marqué un tournant. Alors, bon, oui, moi j'aime bien l'intitulé de donc réconciliation africaine de la culture, les possibilités offertes par les technologies digitales. Vous savez, à chaque fois qu'on parle du digital, j'ai souvenance d'un mot du général de Gaulle qui est content de c'était pas une idée. Alors il disait, oui, l'Europe, mais il ne faut pas sauter comme un capri, hein. Digitalisation, parce que à côté de ça, à part l'élite, bien sûr, l'élite, mais pour nous voulons travailler au niveau des territoires et des terroirs. La digitalisation, quand même, pose deux questions clés. C'est l'histoire de l'accès aux infrastructures et c'est l'histoire de la formation des compétences pour les technologies. Et là, on est dans une autre échelle. L'accès aux infrastructures, est-ce que vraiment tous nos pays ont suffisamment de fibres de Internet? Est-ce que quelles sont la part des zones blanches qui bénéficient d'Internet, et ensuite donc la formation, donc pour ces nouvelles technologies? Oui, ça c'est quand même des questions de fou. Donc même si voilà, ce qu'on peut retirer comme idée clé des différentes interventions, c'est que si nous voulons montrer qui nous sommes, il nous faut donc récupérer, donc il y a toute la restitution. Il faut qu'on récupère tout notre patrimoine, et tout cela passe aussi par un formidable travail de numérisation et de conservation donc de ce patrimoine, notamment de tous nos palabres, de tous nos langues orales. Il y a tout un travail de numérisation à faire et qui passe par le digital. Donc, je vais peut-être passer. Tu nous diras un peu ce que tu penses, Philomé, de cette question. Mais Philomé, comme je vous disais ce matin, Philomé est haïtien. Il est donc haïtien. Et Haïti, pour les gens de ma génération, on a suivi les événements. Et comme je disais à Philomé, c'était John Mathéles qui parlait de la malédiction d'Haïti. Et vraiment, c'est un pays qui nous bouleverse, c'est un pays qui nous déchire, c'est un pays qui vraiment... Naturellement, il y a déjà des tremblements de terre, à chaque fois c'est des grands tremblements de terre, et ensuite il y a une gestion de l'après-colonial, de l'après-esclavagisme qui est absolument terrible, notamment avec la dette.
Philomène de ça, qui siphonne encore toute l'énergie, toutes les forces de ce pays. Et puis, nous avons le droit à tous ces régimes de Tonton Macoute, de Duvalier. Vous vous rappelez le nom Duvalier, vous dites tous quelque chose. C'est quelque chose d'absolument... Donc, Philomène, Philomène, on parle des journalistes, mais il est avocat, de profession. Donc, c'est tout à son... Ah, il est avocat. Donc, il faut le dire, parce que c'est quand même pas évident d'être... En général, quand on est journaliste, C'est pas l'avocat, elle a avocat d'Haïti. C'est vrai. voilà, donc on va applaudir Philomène Robert qui vient de Paraguay, qui est notre confrère. Donc on va écouter avec beaucoup d'attention à qui on va demander s'il pouvait synthétiser pour qu'on puisse démocratiser la parole. Merci beaucoup. Et je salue les organisateurs qui me permettent de m'exprimer dans le cadre de cette journée, d'apporter ce que je souhaite être une voix haïtienne à cette journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. Je tâcherai de ne pas être long, mais je prends l'exercice très très au sérieux. Je me permets de préparer une petite allocution. J'espère n'endormir personne, mais je pense que ça vaut peut-être la peine que je le partage avec vous. J'essaierai d'y mettre quelques alarmes, quelques énergie, que ça se passe bien pour tout le monde. C'est dans ma qualité d'enfant nourri à deux mamelles que je m'adresse à vous aujourd'hui. L'une s'appelle la France. La France, c'est ce pays qui m'a généreusement accueilli il y a une vingtaine d'années, quand l'exil a frappé à ma porte, m'a pris à la gorge et m'a jeté dans un ailleurs qui m'était totalement étranger. La France, c'est ce pays qui m'a ouvert les bras quand ma vie en tant que journaliste. C'est ce pays où j'ai dû me réinventer une existence, parce que poussé en dehors de la terre, mais avec cette aventure, je la raconte dans un livre publié il y a 10 ans qui s'appelle L'excès au crépuscule, je fais un peu la cité entre guillemets. Et pour cet accueil et pour tout le reste, je resterai toujours reconnaissant envers cette partie d'aventure. L'autre mamelle, vous devez vous en douter évidemment, s'appelle Haïti. Haïti, fille aînée. Haïti où la négritude se met debout pour la première fois, pour citer les Césaires. Haïti, terre de Toussaint Louverture, enfant du Bénin. Terre de Jean-Jacques Dessalines, le cauchemar de Napoléon. Haïti, terre de Henri Christophe, de Jean-Pierre Coyer, d'Alexandre Pétion, de Macondac, de Boukman, de Défilé, de Catherine Flon, de Bois-Tonnerre, de Capois-Lavoie, de Sally Belair et de tant d'autres, tous ces hommes et femmes, aux noms qui vous sont peut-être étrangers, mais qui ont été, qui resteront de ce côté-ci de l'Atlantique, les premières voix nègres, africaines, à avoir dit non, et de quelle manière, à un ordre esclavagiste, colonial, inique, pervers. Cette indépendance conquise de haute lutte, c'était il y a 219 ans, c'était hier, mais cette lutte pour la souveraineté poursuit encore aujourd'hui. S'agissant d'Haïti, cette lutte, elle est plombée par le poids d'une dette hybride, économique, financière, politique, morale, une dette qui heurte et qui sabote le futur en particulier des plus jeunes. Nous reviendrons sur cet aspect de la chose. Dans un instant, je ne serai pas long, je vais quand même aller dans le plaisir. En attendant, permettez que je partage avec vous quelques observations autour de la jeunesse haïtienne, puisque c'est sur elle et autour que ça goûte ce que j'entends vous dire aujourd'hui. Dans un livre collectif publié il y a 3 ans, un livre auquel j'ai participé, qui s'intitule Jeunesse africaine et caribéenne face à l'avenir, dirigé par le sociologue et historien camerounais Jean-Célestin Janguet, j'ai eu la chance d'établir un diagnostic de l'état de la jeunesse haïtienne. Sur la base de statistiques fiables, il m'a été donné les éléments suivants, je vais essayer d'être bref. 1/5 des jeunes haïtiens est exclu du système éducatif comme du marché du travail, toute classe d'âge confondue. Le chômage de masse tourne autour de 20% chez les jeunes. Les inégalités de genre sont la norme
et non l'exception. Les jeunes vivant hors de la région de Port-au-Prince, la capitale, sont beaucoup plus frappés par les problèmes d'accès à l'enseignement. L'offre d'enseignement supérieur reste faible, voire médiocre. Les pseudo-universités pullulant comme des champignons sans aucun contrôle. Et puis enfin, le nombre de ceux qu'on appelle les NEET, Not in Education, Employment or Training, ceux qui ne suivent ni études ni formation, est très très élevé, surtout chez les filles. J'ajouterai enfin que le taux de prévalence VIH, notamment chez les jeunes haïtiens, est le plus élevé au monde en dehors de quelques autres. Ce constat, malheureusement, ne concerne pas uniquement les jeunes, car il a partie liée avec la situation du reste de la population haïtienne. Une population, et sans qu'il soit nécessaire de vous abreuver d'autres chiffres, qui fait face en ce moment à une situation de détresse multiple. Cette détresse s'appelle pauvreté, misère, menace de famine, violence endémique, terrorisme endogène alimenté par des groupes armés en cheville avec des cercles de pouvoir, dégradation. Sur le plan politique, Haïti est, de mon point de vue, ce que on pourrait considérer comme un objet politique non identifié, un OVNI. À titre d'illustration, le pays, au moment où nous parlons, ne dispose d'aucun élu, ni local, ni national. Il se débat dans des dédales d'accords politiques parallèles alimentés par des coups bas, des revirements, des petits arrangements pour grands et petits escrocs. Il n'y a aucune perspective, au moment où nous parlons, de retour à une forme de normalité constitutionnelle participe d'un défi au bon sens. J'en arrête là. Quelles sont les origines de ce mal, pour reprendre un vocabulaire un peu ésotérique? Elles sont plurielles. Il faut y voir une combinaison de facteurs politiques, géopolitiques, sociaux, culturels, économiques. L'économie, l'argent, la dette. Et c'est là que je me demande, vous ai dit, en d'autres mots, il y a quelques instants. La République d'Haïti est née en 1804 de la confrontation violente, sans merci, entre deux mondes. L'un, plein d'espérance, porté par des valeurs d'universalité des droits de l'homme, pas uniquement des droits de l'homme blanc. Un monde qui a voulu, malgré les ténèbres épaisses, se frayer un chemin vers la lumière. Ce monde haïtien. L'autre monde, il est colonial, il est amer, il est outrancier, il est esclavagiste, il est rancunier, tout dévoué à sa reproduction, à son maintien. Je parle de rancune parce que c'est en fonction de cette rancune-là, de ces aigreurs-là, que ce monde colonial a voulu, et y est malheureusement parvenu, à faire payer à Haïti ce que vous connaissez sous le nom de dette de l'indépendance. Cette dette n'est pas une fiction. Cette dette n'est pas une vue de l'esprit. Nous parlons d'argent et de beaucoup d'argent. Nous parlons de 150 millions de francs lourds, ramenés à 90 millions de francs, l'équivalent de 21 milliards d'euros d'aujourd'hui. Le tout payé entre 1825, date de l'imposition de cette dette profondément impérialiste et confiscatoire, et 1950, soit 125 ans pendant lesquels Haïti a été tondu, dépecé, dépouillé, dépenaillé, pillé, saccagé, mis en coupe réglée pour satisfaire l'appétit de colons français qui ne digéraient pas d'avoir perdu Saint-Domingue, leur soi-disant père des Antilles, parce qu'il n'y avait de père que pour les colons. Des colons qui ne digéraient pas d'avoir perdu leur soi-disant père des Antilles, d'avoir perdu Saint-Domingue face à des négrillons, de la pacotille, des sous-hommes, des bienheureux. Ce butin de 21 milliards de dollars aujourd'hui n'a jamais été restitué. Même si cette captation n'est pas à elle seule responsable des tragédies actuelles, elles emportent une lourde responsabilité.
Pour plus d'informations, je vous invite à lire, parce que nous sommes dans un espace de discussion et de savoir, à lire Thomas Piketty dans Capital et idéologie, ou encore un très petit livre assez intéressant qui s'appelle Haïti-France, le rapport Macro. Macro, c'est le nom du type qui a publié ce travail-là sur la dette. Et le livre s'intitule donc Haïti-France, la chaîne de la dette, sous la signature de Jean-Claude Bouffard, Marcel de Rigny, Gusti Clara Gaillard et Jean-Marie Théoda. Cette chaîne de la dette, mesdames, messieurs, n'a jamais été brisée, mais ce n'est pas impossible. D'ailleurs, je vous invite tout de suite à aider les Haïtiens à s'attaquer à cette entreprise de briser la chaîne de la dette. Aider les Haïtiens à se débarrasser de cette chaîne de la dette et à récupérer ce qui leur a été volé. Vous pourrez pour cela vous appuyer sur ces jeunes dont nous avons évoqué le sort tout à l'heure. Cette dette peut prendre plusieurs formes. Elles sont totalement à inventer. Les jeunes, on y revient, il y a certes la face sombre que j'ai décrite tout à l'heure, il y a aussi ces raisons d'espérer. Permettez que j'ai encore recours à ce texte que j'ai cité tout à l'heure, Jeunesse africaine et caribéenne face à l'avenir, sous la direction de Jean-Célestin Djangui. Les raisons d'espérer, elles sont quoi? Les jeunes haïtiens ont en leur faveur la loi du nombre. Même si en l'espace de 4 ans, entre 2000, environ un demi-million d'entre eux ont dû quitter le pays pour aller vers le Brésil, le Chili et l'Argentine, à la recherche de conditions de vie meilleures, ces jeunes représentent un vivier pour construire tout projet. Sur les 12 millions d'Haïtiens, la moitié à moins de 21 ans. Les jeunes Haïtiens ont de l'ambition, une très grande estime d'eux-mêmes et une grande confiance dans leur capacité à enclencher une dynamique différente si l'opportunité leur était offerte. Les jeunes Haïtiens, ils sont déterminés, ils sont scolarisés de plus en plus. La jeunesse haïtienne est également connectée, engagée sur les médias et réseaux sociaux, et c'est grâce à ces réseaux qu'ils arrivent à se mobiliser massivement pour défendre les causes qui leur sont chères. Ce dernier élément, la connexion, le fait d'être en prise directe est absolument incontournable. C'est d'ailleurs même une pièce essentielle dans la construction de tout projet en lien avec Haïti. Mesdames et messieurs, je me rapproche de mes derniers mots. Je ne serai pas long, madame la présidente. La jeunesse haïtienne est en pleine fusion. Elle est créative, elle est dynamique, elle est engagée. Elle se projette dans les décennies à venir dans le but d'écrire sa propre, dans le but d'écrire l'histoire tout court. Mais elle ne peut pas y arriver seule. Haïti est accaparé de pays amis, sauf que certaines mauvaises langues diraient, et je ne ferai rien pour les contredire, avec des amis pareils, on n'a pas besoin d'ennemis. Dans ce que mon ami Eugène Desbaudet appelle le grand démembrement du monde, au moment où les entités planétaires un peu rabougries, finissantes, s'activent à raviver de vieilles lunes d'impérialisme, les jeunesses haïtiennes et africaines ne peuvent qu'avoir les yeux rivés sur leurs propres horizons. J'ai lié les deux, volontiers, tentant et réussissant, enfin je l'espère, le grand écart entre cette fille aînée de l'Afrique et la terre-mère, séparée par les océans, par des siècles de déportation, mais tellement proches, parce que ayant les cœurs battants du même côté. D'où ce qui pourrait s'apparenter à un appel de rabat, même si je suis tout seul, n'abandonnez pas Haïti. Ne détournez pas le regard. Souvenez-vous que nous sommes les enfants des mêmes entrailles, l'Afrique, et que nos destins sont à tout jamais liés. Je vous invite à construire, à ce que nous construisions des ponts, des pages, des passerelles, bref, tout ce qui permet à Haïti et à l'Afrique de faire bloc, de faire corps, de faire matrice dans le cadre d'une fraternité, d'une sororité retrouvée.
Intéressez-vous à cette histoire qui est aussi la vôtre. Informez-vous sur les chaînes de la dette. Prenez toute votre part dans ce chantier transatlantique à vous pour créer, pourquoi pas, un nouvel horizon. Et pour y parvenir, vraiment dernier parler. Plus concrètement, pourquoi ne pas travailler à la mise en place d'une mission de veille permanente des relations haïtiano-africaines? Celle-ci, au-delà du slogan, aurait pour mission de raviver la flamme haïtiano-africaine grâce à des projets concrets. Cette mission de veille permanente des relations africaines, haïtiano-africaines, pourrait aider à revigorer la mémoire, d'instituer dans le temps jamais ce qui nous rend uniques, nous sommes africains. Là, me semble-t-il, est notre avenir. Merci de m'avoir écouté. Bah, écoutez, j'ai beaucoup d'émotions, franchement, j'ai fait pleurer. Vraiment, c'est... Voilà, c'est... Bon, ça vous dit un petit peu toutes les différentes facettes de ce rouleau compresseur de feu qui peut toucher des pays comme Haïti. C'est un rouleau compresseur qui, comme disait tout à l'heure, qui fige les langues, qui détruit toutes les formes d'énergie, qui empêche de respirer tout simplement. Merci beaucoup Philomé, vraiment je crois que on n'oubliera pas votre intervention, on ne verra pas Haïti. Merci d'avoir ouvert quelques fenêtres. Quand tu parles de la jeunesse, quand tu de cette qu'il faut absolument regrouper ces solidarités pour travailler sur cette question de dette, parce que nous la vivons sous d'autres formes. Tous nos pays la vivent. Vous savez, toute l'Afrique la vit encore d'autres formes. C'est vraiment c'est d'autres formes. Et j'étais en train de penser à tout le travail qu'a fait Christine Taubira en 2001, quand elle a fait donc cette loi d'esclavagisme qui est donc comme un crime de l'humanité. Voilà, crime de l'humanité. Et donc, est-ce qu'avec ces chaînes, c'est la question que je posais tout à l'heure, est-ce qu'on peut facilement sauter, avancer dans le futur si on ne règle pas ces problèmes de chaînes? Ça, c'est encore une grande question à poser et qui se pose de plus en plus. Merci beaucoup, Philomé. Merci infiniment. Donc, je vais passer la parole donc à M. Harold Love. Harold Love, qui est donc sénateur, oui, du Tennessee, des États-Unis. Et tout à l'heure, j'étais en train de feuilleter la presse, monsieur, et j'ai appris que Madame Jeannette, comment elle s'appelle, Jeannette, oui, c'est ça, Jeannette Yellon, qui est secrétaire d'État aux finances, au Trésor, chez vous. Donc, son secrétaire d'État au Trésor était à l'île Gorée. Elle est au Sénégal, à l'île Gorée, et elle a fait une déclaration, ça remonte à tout à l'heure, hein, donc elle a fait une déclaration sur la réparation que l'on doit, et surtout le travail que cette communauté, donc des Afro-descendants et des Noirs, a apporté pour construire toute l'économie américaine. Voilà, c'est une information que je vous dis qui date de tout à l'heure. Et donc, monsieur Lhomme, on va vous écouter avec intérêt pour nous dire un peu ce que vous pensez sur ce thème-là. Good afternoon. Good afternoon. I'm Harold Love Jr. and I serve as a state representative in Tennessee. Glad to be here and thank you to all who invited to speak for a little while on reconciling our youth and their culture, the possibilities offered through digital. The major challenge that young persons in African and the African diaspora face when it comes to their culture
is the absence of connection. For persons in the diaspora, with particular emphasis on United States, technology has been used to create a false narrative about Africa and its culture. Books, movies, television, all used to minimize the importance of Africa and its place in the development of our world. As a result, the foundation of African Americans was seen through the lens of chattel slavery. Young were made to believe that their existence started with slavery instead of pre-slavery. Young African Americans were taught that their ancestors were slaves, when they should have been taught that their ancestors were stolen and made to put it. The digital technology that's available now for African youth in the diaspora can connect African youth who are on the continent and those who are elsewhere across the globe so they can discover the foundation of who they are. We make use of digital technology. We can reshape the image of Africa in the minds of African diaspora youth. Of digital technology, we can connect African diaspora youth with African youth on this continent in a manner that will be like a huge family reunion. When African youth see each other as connected descendants, then they will collectively begin to reconcile themselves back to their collective culture. It was mentioned earlier, allow an iPhone or an Android if you have one, to be able to shoot a movie with less cost than it used to cost to shoot a film. Why is that important? It would allow an indigenous African youth to be able to film the landscape of this continent and share it with someone hundreds and thousands of miles away and ever get to physically come here. But in that one moment, in that experience, it transforms the image of what Africa is. What would it look like for an African youth to shoot a documentary of their daily life, of their neighborhood, of their area of living? Connect with someone all the way across the globe. I'll tell you what it would look like. It would dispel the myths and negative images that have flooded African American youth for so many years. When we hear about laws being opposed, even now, in Florida, to ban the teaching of African American history, it reminds you and the urgency of what we're talking about today. What would it look like for African diaspora youth attending school at a historically black college university to actually have connected with another African youth here and establish a friendship, establish connectivity, establish relationship, and then be able to say that the first time that they heard about Africa for real wasn't in the course in college, but was with their friend who was communicating with them all those years when they were in high school. What would it look like? I'll tell you what it looked like. It would give them self-esteem. They need to aim for high achievement in all that they do. It would give them confidence that they are descendants of a great people who have and are doing great things.
We can no longer depend upon textbooks that water down the greatness of Africa and tell our story. We can no longer depend upon pictures taken from someone else's lens to capture the beauty of Africa. In the words of Maya Angelou, if you don't know where you come from, you can't know where you are going. So let me share a personal story with you of my own situation. I'm a member of a faith called the African Methodist Episcopal Church. At the moment when Richard Allen fought for his freedom in 1787, he had the courage to put on the front of this faith the word African, even in the face of being killed then. And that courage is what we still need for our young people to embody today, so they themselves can strengthen themselves. And how we do it? Digital technology will break these barriers. Let's go forward together. Thank you. Alors, comme disent M. Massy, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein? Donc, dans cette question de racisme, d'ailleurs, troisième panel pour les afro-descendants, mais juste le dernier discours à l'occasion, c'était 31 août, à l'occasion de la journée internationale des personnes d'ascendance d'ascendance africaine, M. Guterres, donc lui-même, qui a dénoncé toute cette remontée de racisme qui est en train de pas seulement en Europe, mais aux États-Unis, et il a vraiment fait une dénonciation très très. Que quand M. Love parlait en Floride, on interdit d'enseigner l'histoire de l'Afrique. Alors imaginez qu'est-ce que ça peut faire au niveau de l'identité de tous ces jeunes, comment est-ce qu'ils seront déboussolés, ne sachant pas d'où ils viennent, et bien ils seront pas où ils vont. Vous savez, c'est une manière, c'est une forme presque de crime culturel, de crime psychologique, et c'est comme ça qu'on crée d'autres générations qui sont touché. Voilà, c'est jusqu'où ça peut aller. Alors, Monsieur Hicham, donc voilà, je vais vous inviter. Vous vous occupez beaucoup de la formation. Donc, juste deux secondes, Monsieur Hicham, qui est designer international, architecte d'intérieur, fondateur d'Africa Design Institute, qui s'occupe aussi beaucoup de la formation des jeunes. Donc, j'aimerais que vous nous donniez un petit peu votre. Par rapport à tout ce que vous avez écouté, comment vous-même vous vivez cette révolution digitale? Est-ce qu'elle peut être un levier pour nous en sortir? Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. C'est de l'adapter à ma hauteur. Tout d'abord, je remercie Jean-Pierre Massy pour la célébration de la journée mondiale de la culture africaine et afro-descendant. Et j'ai été connecté par cette notion de afro-descendance et de l'Afrique. À ma grande surprise, j'avais été sélectionné par le CIPAD à New York, qui est le Most Influential Personality of African Descent. Et j'avais été sélectionné par lui en 2021 parmi les 100 personnalités les plus influentes au monde, parmi Virginie Labloy, qui nous a malheureusement quitté, Sir David, un immense architecte, anglo-ghanéen qui avait été anobli par feu la reine Elisabeth II. Et donc, mon sentiment par rapport à cette thématique et par rapport à la jeunesse, moi, quand j'étais assez ému d'entendre tous ces prestigieux intervenants et de voir au combien, c'est vrai, l'Afrique a besoin de porter sa voix et d'exister encore plus. Je peux en témoigner parce que depuis 7 ans, je suis actif au sein de la World Design Organization. C'est une organisation qui a été fondée le 29 juin 1957. J'avais été nommé par le premier président africain de l'organisation, le professeur Mouguenti Morita du Kenya.
Community Liaison, une espèce de représentant pour l'Afrique. Après, on m'a demandé de me présenter. Je parle un petit peu des efforts, comment je suis arrivé à commencer à impliquer les jeunes et faire tant bien que mal, avec peu de moyens, de peu de soutien que j'ai pu avoir. Tous ceux qui m'ont soutenu m'ont permis de pouvoir mettre en forme des initiatives digitales, carrément digitales. Ça veut dire que complètement par Internet, par les technologies digitales, j'avais mené à bien des actions dont je vais parler. Donc je suis arrivé à cette organisation dont je rêvais un jour d'être repéré parmi. Finalement, un jour, j'organise après avoir organisé Africa Design Award, qui est un prix panafricain digital pour mettre en avant les jeunes designers en connexion avec des designers confirmés. Je me suis amusé à être reconnu après, quand on a présenté ce prix au New York Forum Africa, à Libreville, au Gabon, avec le soutien de Richard Attias et notamment du président. Je me suis amusé à commencer dans mon métier, à organiser digitalement et physiquement l'Africa Design Day. Donc, mettre en scène à travers des panels des jeunes avec des designers confirmés. Et me voilà en train de me battre pour essayer de trouver des financements et d'essayer d'aller parler avec des décideurs ici de l'importance du design en Afrique. Et déjà pour l'Afrique, déjà pour la plupart, quand on te dit je veux en Afrique, on n'est pas à Stockholm, on est en Afrique. Donc déjà, c'est tout un combat et tout essayer de leur expliquer que nous sommes africains. Et un jour, un bonhomme au sein de l'Organisation mondiale du design me dit « Le Maroc, c'est pas en Afrique. » Je dis « Très bien, pas de problème. En fait, si tu veux un panel, on va discuter. » Déjà, à chaque fois, il faut essayer de pas de se justifier, parce que j'aime pas me justifier, mais d'essayer d'expliquer, de sensibiliser. Qu'est-ce que c'est les plus grands continents du monde, que c'est la mère d'humanité, que c'est plusieurs régions, c'est 5 régions, avec la 6e région qui est la diaspora, et que c'est plus de 2000 langues, et que c'est une jeunesse extraordinaire, que c'est des talents, et que vous êtes quoi être fiers. Et donc, du coup, voilà, j'organise ces événements, et on me dit, en 2017, j'organise un forum ici à Rabat économique sur le design, avec 300 intervenants, il fallait encore se battre pour trouver les financements. Du continent africain et plusieurs quasiment tous les continents. Et après on me dit, il faut que tu te présentes aux élections pour devenir membre du conseil d'administration de la WDO, sans délégation. Moi j'y croyais pas du tout. J'y suis allé, j'ai été élu. Voilà que je me retrouve au board comme le seul africain. Déjà, il est africain ou pas? Eh ben oui, parce que le Nord, c'est des racines multiples, mais elles sont profondément africaines, de passé mauresque à Tui. Et on est africain, d'accord. Donc il a fallu pendant 2 ans me battre pour essayer d'imposer l'Afrique, d'essayer d'initier des discussions, d'essayer de créer des ponts. C'est pas facile. Et après, je finis mon mandat, on me nomme conseiller régional pour l'Afrique. Ça continue avec le Covid, c'est pas ça. À l'immunité dans le digital, ça devient fou. En organisant beaucoup de webinaires sur Zoom, sur d'autres plateformes, pour interagir avec des grands noms qui sont passés avant eux et qui pourraient les aider, comme ce que fait Al-Fati, mon frère, pour son voisin à côté, ou d'autres. Mais lui aussi me tient la main, il me ramène, et puis on essaie de se tenir tous la main, et je rejoins ce que disait de Harvard, on manque de leadership et de réflexe de curiosité. C'est drôle. Voilà, on a tous ici et là essayé de faire, comme on dit en anglais, achievements, essayer de faire pousser les choses, de faire bousculer les codes, d'essayer juste de partager, même des fois d'une manière bénévole, parce qu'on a envie juste de partager, de dialoguer, d'ouvrir, c'est de l'amour, quoi, quelque part. Si on est là tous aujourd'hui, c'est l'amour. L'Afrique qui nous permet, on partage notre temps. Et donc, du coup, c'est pas évident.
Et je pense que moi, donc après avoir été nommé conseiller pour l'Afrique, ici en mars 2022, donc je deviens envoyé spécial et conseiller pour l'Afrique à la région du Nord du président. Et je continue en disant africain, que ce soit celui qui je ne veux pas avoir des titres, je m'en fous d'avoir des titres, mais qui fait des choses concrètes. Donc voilà, je suis en train de me battre pour créer un partenariat entre l'ONUDI et la WDO, c'est en train de se faire. Mon frère Jean-Pierre est très intéressé pour faire un partenariat avec la World Design Organization pour essayer de voir comment on peut pousser les villes africaines à être comme le fait Rabat, mais peut-être d'une manière différente, à rassembler et à porter la voix, et aussi à mettre en place des soit créatrices d'emplois, qui sont créatrices d'entreprises pour les jeunes, qu'on puisse les accompagner par des financements. Parce qu'aujourd'hui, le digital est très financé, mais beaucoup de gens ne savent pas qu'il existe le start-uping par design. Donc aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui dans nos pays en Afrique, qui ont du talent, mais qui sont isolés. Et comme il n'y a pas une véritable volonté politique, soit au niveau du secteur public et privé, de rendre les industries créatives, dans lesquelles la mode, le design, comme étant un élément transversal des leviers de développement humain, économique et social, on nous voit comme des espèces d'amuseurs publics. Et l'autre il coupe ses tissus, l'autre il fait du grand business. C'est des artistes qui sont intéressants. Et après, bon, il faut essayer aussi de voir si les galeries vont s'intéresser à ce que tu racontes, parce que, pas oublier qu'il y a aussi beaucoup de galeries qui sont là pour le côté pécuniaire, et que après, quand on commence à discuter, pas tout, hein, certaines, l'expertise, elle n'est pas tellement là. Et notamment, il y a très peu de galeries qui sont spécialisées dans le design. Mais l'immense et qu'on doit avoir tous en tant qu'Africains, c'est qu'aujourd'hui, l'art contemporain africain, le design africain, et l'année dernière, c'est un architecte qui est aussi designer, qui est du Burkina Faso, Francis Kéré, a été nommé meilleur architecte du monde, Pritzker en architecture. Voilà. Donc, c'est pas l'Afrique, c'est demain, l'Afrique, c'est maintenant que ça se passe. Et moi, ce que je rêve, c'est qu'on puisse être tous ensemble pour essayer j'aimerais bien qu'on organise avec CGLU un immense événement sur les industries créatives et culturelles à l'Union africaine et qu'on aille interagir avec les emplois. Bougez-vous les mecs. Ça rapporte de la France, ça fait vos emplois et on a ce qu'il faut pour continuer. Merci. Jean-Pierre, la culture, c'est aussi du business, comme disait Sébastien. C'est aussi du business. L'ancien président d'IBM, c'est good design et it's good business. C'est très simple. La culture, Et voilà, ça vaut le coup de... c'est simple. Aux États-Unis, les industries créatives, culturelles et créatives représentent 2 fois la valeur de l'industrie colombie. Ah oui, là, c'est tout. Oui, voilà. En France, c'est toute une partie du PIB. En France aussi, l'industrie culturelle pèse très bien. Alors, je vais inviter M. Puy Biacor, donc qui est président exécutif de l'Institut africain de sport et d'adaptation. Donc, Will, donc à la tête de la National Basket Association, a écrit un livre, Économie du sport, dans les éditions Economia. Son idée aussi, c'est de pouvoir aider les gens. Pour un droit, voilà, économie sport, donc conséquence. En Afrique, réalité, défi, opportunité. Et je pense que pour les jeunes, en termes d'emploi, en termes d'épanouissement et en termes de visibilité aussi, c'est vraiment le sport est un excellent levier. Et tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir, et effectivement, comme Hichem, oui, il est en train de pousser tous les codes, les frontières et les limites pour justement faire du sport un formidable levier. Alors, oui, il était mais vous êtes actuellement à Johannesburg. Voilà, donc ce serait intéressant de nous dire ce qui n'est pas évident, donc pourtant vous êtes ce choix, qu'est-ce que vous faites pour les jeunes? Absolument, ouais, c'est ça. Absolument. Bon, bonjour, good afternoon for
our English-speaking brothers. Thank you for coming from the US and all the different places. Je m'appelle Will Jacob, je suis le président exécutif de ASCI, le Sports and Creative Institute, l'Institut du sport. Avant de commencer, un grand merci bien sûr à monsieur le secrétaire général du CLG Africa, à madame la secrétaire du CLG Africa, dont la réception, John a été, je le vois là et je le salue également. Vous avez écouté en fait pendant toute la journée des contenus extraordinaires. Moi j'ai pas préparé le discours, en fait je suis pas trop content. Moi ce que j'ai envie de faire c'est un échange avec vous. On a à peu près 5 à 10 minutes. C'est bon? Ok, on a à peu près 5 à 10 minutes. On va échanger sur la partie qui est ma zone d'expertise, le business. Okay, la question qui est essentielle ici, c'est réconcilier la jeunesse avec la culture. Et les questions d'avant, c'était économie. Et finalement, on a très peu parlé d'économie. Je pense qu'on a eu une vision. On a parlé de concepts, on a parlé de politique, mais on n'a pas parlé d'économie, on n'a pas donné de chiffres. D'accord? Et je pense qu'avec vous, aujourd'hui, on va prendre 10 minutes pour parler business. J'ai eu l'honneur de mener pendant 10 ans les... Elle m'a dit, il n'y a pas que la musique. Eh ben oui, il y a un élan afro aujourd'hui. Il y a un élan afro en termes de afro-culture, en termes de afro-fashion. Donc oui, tu es là, mais je pense également à notre cousin de Guinée-Bissau, Armando, qui vient d'ouvrir le premier magasin de l'histoire, le magasin africain de l'histoire au World Trade Center, donc le plus grand building de New York, peut-être même du monde. Vous avez aujourd'hui, vous pouvez acheter des chaussures africaines, c'est extraordinaire. Afroculture avec, je pense à Chef Coco, Giovanni Malonga, etc.